Zéro infection, zéro odeur. Putain. Bon. Je vais filmer le ciel parce que je peux pas me filmer de la rue. Ok, s'il y a du monde, non. Bon. Pour vous parler d'un truc, je déteste ce genre de pub. Déjà, techniquement parlant, les savons spécial Schneck, c'est une énorme arnaque. Votre vagin a une biodiversité idéale qui va éliminer 95% des batteries. Vous avez juste à faire des bactéries, pardon. Vous avez juste à faire un bon nettoyage à la maison et votre Schneck, elle est nickel. Vous pourrez aller vous faire ramoner autant que vous voulez. Et ouais. Donc déjà. Deuxièmement, l'odeur. Ah, la grande question. Alors, breaking news, une chatte, ça sent. Ouais, un vagin, ça sent, c'est normal. Des odeurs corporelles normales, je parle. Ah, il y a sentir et sentir, hein, je dis pas le contraire. Hein. C'est vrai que si vous commencez à voir le machin qui commence à sentir le hareng à la merde, bon. Ouais, là, faut se poser des questions. Mais il y a des odeurs normales. Vraiment des odeurs tout à fait normales. Liées aux sécrétions, liées à la transpiration, liées à l'équilibre naturel, quoi. Comme je vous ai dit, tant que c'est pas extrême, ça va. Quel autre élément je pourrais ajouter? Ah, l'épilation. Allez, on va parler des chattes. Oui, bon, bah, il y a le standard des films porno qui veut une bonne chatte bien rasée. Alors, honnêtement, moi je vous le dis en tant qu'homme, poil ou pas poil, là aussi, tant que ça ressemble pas à la forêt enchantée de Merlin, qu'il y a le persil qui dépasse le cabas, ça va quoi. Vous n'êtes pas obligé de vous tailler la chatte. De toute façon, là, il y a une responsabilité de vous, les femmes, hein, solidarité. Si vous épilez plus toute la chatte et que sur le marché on n'en trouve plus une de bien clean, ah ben, on va faire disparaître ça, il n'y aura plus de soucis. Hein. Voilà. Donc voilà. Et puis, pour les jeunes filles, ne complexez pas pour votre intimité. Dieu vous a fait comme ça. Bon, acceptez. Et ouais, acceptez comment vous êtes. Acceptez votre corps. De toute façon, si vous n'acceptez pas votre corps, les autres n'accepteront pas à votre place. Donc, à un moment, acceptez-vous, quoi. Arrêtez de complexer. Voilà. Votre vagin est ce qu'il est. Vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Et puis, s'il y en a qui ne sont pas contents avec ça, ben, qu'ils aillent se faire enculer par un cheval. Et puis c'est tout, acceptez-vous. Les différents plans historiques. Alors, pour traiter un sujet historique, on a trois options. Chacune ont leur avantage, chacune ont leur inconvénient. La première, c'est la chronologie. On fait une réflexion chronologique. Soit on va d'hier à aujourd'hui ou d'aujourd'hui à hier. L'avantage d'aller à hier, aujourd'hui, on saisit les évolutions. Aller d'aujourd'hui à hier, on déroule le fil, on part d'une situation présente et on voit le cheminement qui l'amène. Alors, gros avantage, c'est qu'on a déjà une unité intellectuelle, une période de temps très définie avec des logiques. Et ouais, tu prends par exemple un plan chronologique Louis XIV, Louis XV, tu as une logique, monarchie absolue, France du XVIIe, du XVIIe, XVIIIe siècle, ancien régime, voilà, il y a une continuité. Il y a aussi l'avantage d'être dans le chronologique, c'est qu'on ne s'éparpille pas trop. Des fois, c'est ça le problème. On peut s'éparpiller, partir sur des trucs et se mélanger dans les méandres du temps. Après, l'inconvénient, c'est qu'il faut faire le découpage chronologique. Il faut que ta chronologie, elle ait du sens. Il faut aussi, ça c'est un autre aspect important, ça ampute de la longue durée. C'est-à-dire un phénomène qui mettrait 1000 ans, malheureusement, il y a très peu de chronologie, à part médiévale et antique. Et encore, le découpage médiéval, quand je commence à être un peu plus dans la réflexion intellectuelle, obligé de découper en haut, bas, Moyen-Âge central, voilà.
toi-même tu sais. Donc ouais, c'est la difficulté, pas de longue durée. L'autre idée, c'est de partir sur un plan thématique. C'est-à-dire que tu choisis des thématiques fortes, l'économie, la politique, la société, la culture. Donc là, l'avantage, c'est que tu es débarrassé de l'histoire de la chronologie. Tu peux faire de la longue durée, tu peux choisir ta chronologie. Après, c'est limitant dans une approche transdisciplinaire, transaxe. À ta thématique, tu as du mal à la raccrocher à d'autres thématiques. Tu es un peu isolé. Et enfin, la Rolls-Royce, le chrono-thématique. C'est-à-dire, tu as de la chronologie, tu as une thématique, tu essayes de caler dans tout ça. Après, malheureusement, il n'y a pas de plan idéal, il n'y a pas de plan miracle, même si le chrono-thématique, bon, le seul problème qu'il y a, c'est pour la longue durée. Comment tu fais? Est-ce que tu privilégies la thématique à la chronologie ou inversement? Mais c'est peut-être le plan le plus adapté, mais il n'y a pas de solution. Parce que selon ce que tu veux démontrer dans ta réflexion intellectuelle, ben, un type de plan peut s'imposer. Selon tes connaissances, selon tes capacités, selon tes domaines d'études, voilà. Donc c'est très limitant, c'est très compliqué d'avoir une réflexion propre et de trouver un plan adapté. Ça, c'est un dégât. Et c'est le grand débat à chaque fois d'une soirée. C'est le grand débat de savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met et où on met dans quoi. Parce qu'il est vrai qu'une thématique comme la politique, tu peux essayer avec un plan politique et parler chronologie, les démocraties antiques, la royauté au Moyen-Âge, la monarchie absolue, puis dans un cinquième temps une démocratisation. Mais là aussi, ça va demander véritablement un travail de définition et de conceptualisation. Et oui, c'est pas parce que tu choisis une chronologie ou une thématique que tu dois passer à côté de ce qu'on appelle la conceptualisation. Hein, tu dois définir tes termes, tu dois citer tes sources et tu dois t'appuyer sur des faits. C'est pas juste une vue d'esprit. Le choix du plan pour la réflexion ne fait pas tout. Voilà, c'est aussi ce que tu mets dedans. Certes, ça fait le cadre. Et un plan bien fait facilite la rédaction. C'est de l'eau, hein. Après ça glisse tout seul hein, quand tu as une bonne réflexion. Mais voilà. Il faut quand même pas négliger la rédaction et ce que tu vas mettre dans ces parties-là. C'est même si tes parties sont fortes, si elles sont mal desservies, voilà, c'est toujours les intentions et les réalisations de cette intention. L'intention est aussi importante que la réalisation. Certes, l'intention aide énormément pour la réalisation, mais voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler des élites africaines. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une élite? Une élite, c'est ce qui est au-dessus de la société. Soit par son pouvoir politique, soit par son pouvoir économique, soit par son pouvoir culturel. Même si malheureusement la définition d'élite a été pervertie par ce qu'appelle Pierre Bourdieu la reproduction sociale. C'est-à-dire en gros, je ne suis pas une élite parce que je suis une lumière, mais parce que un de mes ancêtres était une lumière et que j'ai récupéré un peu de spotlight, comme on dit. Mais les élites africaines sont en grande partie une des raisons pourquoi l'Afrique n'avance pas. Pourquoi? Parce que la plupart des élites, je ne dis pas tous, sont déjà premièrement corrompus. Ce qui fait qu'ils ne prennent pas les décisions les plus justes ou les plus logiques, mais celles qui arrangent leur portefeuille. La corruption des élites africaines, c'est vraiment quelque chose. Et le problème, c'est qu'ils sont étrangers à leur propre pays. Je m'explique, les élites africaines se font soigner, ne se font pas soigner dans les hôpitaux publics, soit privés, soit à l'étranger. Ce qui, quand tu veux avoir une politique de santé, quand tu veux améliorer les hôpitaux, ne vous inquiétez pas, les hôpitaux pourris qu'on a en Afrique, je sais ce que c'est, hein, c'est quand même des années que je vis en Afrique, j'y étais dans les hôpitaux pourris, hein. J'y ai vomi, j'y ai souffert, mon fils y est né, bah putain, ils iraient dans ces hôpitaux, ils verraient à quel point ça pue la merde et voilà. Ces élites ne mettent pas leurs enfants dans les mêmes écoles que les autres. Nous encore en France on a de la chance, les élites, bon elles font l'école alsacienne, mais elles font encore le programme français. Bah nous, la majorité des élites, c'est soit à l'étranger, soit dans des écoles à programme étranger. Donc comment défendre la politique scolaire, comment défendre la politique de patriotisme, de défense du pays,
Et c'est ça qui pose problème, parce que ces élites, vu qu'elles sont formées à l'étranger ou formées au programme de l'étranger, ben, breaking news, elles n'ont pas les logiques locales, elles ont les logiques de l'étranger. Elles sont une xénocratie, pas parce qu'elle le veut, parce qu'elle a été socialement programmée pour ça. Ce sont, allez, on va citer encore Pierre Bourdieu. Putain, j'adore citer Pierre Bourdieu avant 8 h du matin, comme ça, sans échauffement. Ce sont des habitus, littéralement. Un des autres problèmes des élites, c'est leur mode de vie. Et là, c'est là où ça craint le plus. Les mecs qui vivent dans des grosses villas, enfermés entre eux, avec des salons au goût plus que douteux, comme à Sankara, toi-même tu sais. Mais tu verrais. C'est-à-dire qu'ils ont une baraque qui équivaut à 100, 1000 fois le SMIC local, mais le quartier tout autour est pourri. Pas de route goudronnée, pas d'égout, pas tout ça. Encore, les mecs, ils auraient un salon à goût douteux, mais ils diraient, bon putain, au moins je fais un effort que mon salon, que les chemins d'accès soient pas trop dégueulasses, qu'il y ait quand même une évacuation d'eau, tu vois, la route soit pas inondée, parce que les mecs ils s'en foutent quoi. La route autour de chez eux peut être inondée, ils s'en battent les couilles, ils roulent dans un énorme 4x4. Par exemple, Fatoumata qui va vendre du riz au bord de la route, elle, qui a se retrouve avec de l'eau jusqu'au genou, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Voilà. Et c'est ça le réel drame. Ils font bande à part. Ils sont étrangers à leur propre pays. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces élites, comme partout dans le monde, sont remis en cause. Parce qu'elles n'arrivent plus à justifier leur statut d'élite par leurs compétences, mais plutôt par leur incompétence et leur héritage. Donc, c'est là où ça pose problème. Ça pose même énormément de problèmes. En fait, les élites sont tellement décalées qu'elles ne comprennent pas. Je vous prends les paris, hein. Bazoum et Bongo, ils ont rien compris ce qui leur arrivait sur le coin de la gueule le jour où ça aurait tombé sur la gueule. Ils étaient là, ah bon, les gens souffrent? Ah oui, parce que souvent, quand les grands se déplacent, il y a un dispositif militaire qui fait que, de un, on les fait passer sur les bonnes voies. Il m'a vu pourtant, il a failli m'embrocher avec son vélo. Alors, bah, qui fait que il passe par les bonnes voies et la circulation est liquidée, on va dire. Ouais, et puis déjà vu au Togo, quand il y a un grand qui passe, la route est fermée. Tu es en train de marcher sur le trottoir, on me dit rentre à l'intérieur. Pardon. Pardon. Donc voilà. Après, ces élites sont en train d'évoluer avec un glissement au niveau de la société civile. Mais là encore, est-ce que l'exercice du pouvoir, est-ce que les lumières du sommet ne vont pas les aveugler et on va peut-être malheureusement retomber dans les travers? Parce que c'est ça le problème des élites. À force d'être une lumière, on ne sait plus ce qu'on éclaire et même on en devient aveugle. Et c'est cet aveuglement qui provoque tant de drames. Parce que derrière notre petite situation, quand nous avons des responsabilités, nous avons des gens aussi qui attendent des choses de nous. Et les décevoir est vraiment la pire des trahisons.